Chant deuxième. Strophe 1. Où est-il passé ce premier chant de Maldoror, depuis que sa bouche, pleine des feuilles de la belladone, le laissa échapper à travers les royaumes de la colère dans un moment de réflexion? Où est passé ce chant? On ne le sait pas au juste. Ce ne sont pas les arbres, ni les vents qui l'ont gardé. Et la morale qui passait en cet endroit, ne présageant pas qu'elle avait, dans ses pages incandescentes, un défenseur énergique, l'a vu se diriger d'un pas ferme et droit vers les recoins obscurs et les fibres secrètes des consciences. Ce qui est du moins acquis à la science, c'est que depuis ce temps, l'homme à la figure de crapaud ne se reconnaît plus lui-même et tombe souvent dans des accès de fureur qui le font ressembler à une bête des bois. Ce n'est pas sa faute. Dans tous les temps, il avait cru, les paupières ployant sous les résédas de la modestie, qu'il n'était composé que de bien et d'une quantité minime de mal. Brusquement, je lui appris, en découvrant au plein jour son cœur et ses trames, qu'au contraire, il n'est composé que de mal et d'une quantité minime de bien que les législateurs ont de la peine à ne pas laisser évaporer. Je voudrais qu'il ne ressente pas, moi, qui ne lui apprend rien de nouveau, une honte éternelle pour mes amères vérités. Mais la réalisation de ce souhait ne serait pas conforme aux lois de la nature. En effet, j'arrache le masque à sa figure traîtresse et pleine de boue, et je fais tomber un à un, comme des boules d'ivoire sur un bassin d'argent, les mensonges sublimes avec lesquels il se trompe lui-même. Il est alors compréhensible qu'il n'ordonne pas au calme d'imposer les mains sur son visage, même quand la raison disperse les ténèbres de l'orgueil. C'est pourquoi le héros que je mets en scène s'est attiré une haine irréconciliable en attaquant l'humanité qui se croyait invulnérable par la brèche d'absurdes tirades philanthropiques. Elles sont entassées comme des grains de sable dans ces livres dont je suis quelquefois sur le point, quand la raison m'abandonne, d'estimer le comique si cocasse, mais ennuyant. Il l'avait prévu. Il ne suffit pas de sculpter la statue de la bonté sur le fronton des parchemins que contiennent les bibliothèques. Ô être humain, te voilà maintenant, nu comme un ver, en présence de mon glaive de diamant. Abandonne ta méthode, il n'est plus temps de faire l'orgueilleux. J'élance vers toi ma prière, dans l'attitude de la prosternation. Il y a quelqu'un qui observe les moindres mouvements de ta coupable vie. Tu es enveloppé par les réseaux subtils de sa perspicacité acharnée. Ne te fie pas à lui quand il tourne les reins, car il te regarde. Ne te fie pas à lui quand il ferme les yeux, car il te regarde encore. Il est difficile de supposer que, touchant les ruses et la méchanceté, ta redoutable résolution soit de surpasser l'enfant de mon imagination. Ses moindres coups portent. Avec des précautions, il est possible d'apprendre à celui qui croit l'ignorer que les loups et les brigands ne se dévorent pas entre eux. Ce n'est peut-être pas leur coutume. Par conséquent, remets sans peur entre ses mains le soin de ton existence. Il la conduira d'une manière qu'il connaît. Ne crois pas à l'intention qu'il fait reluire au soleil de te corriger, car tu l'intéresses médiocrement, pour ne pas dire moins. Encore, n'approchais-je pas de la vérité totale, la bienveillante mesure de ma vérification.
mais c'est qu'il aime à te faire du mal, dans la légitime persuasion que tu deviennes aussi méchant que lui, et que tu l'accompagnes dans le gouffre béant de l'enfer, quand cette heure sonnera. Sa place est depuis longtemps marquée, à l'endroit où l'on remarque une potence en fer, à laquelle sont suspendus des chaînes et des carcans. Quand la destinée l'y portera, le funèbre entonnoir n'aura jamais goûté de proie plus savoureuse, ni lui contemplé de demeure plus convenable. Il me semble que je parle d'une manière intentionnellement paternelle, et que l'humanité n'a pas le droit de se plaindre.